Grégory Chatonsky, bonjour. Tu es un artiste, plasticien, pionnier du net art et aussi premier écrivain à avoir coécrit avec une intelligence artificielle qui était ChatGPT 2, il me semble, à l'époque. Alors, en langue française, parce qu'il y a eu tout de même en langue anglaise, japonaise, coréenne, il y avait eu des tentatives avant, mais en tout cas, le premier roman publié en langue française de A à Z, coécrit avec GPT-2. Et aussi, depuis plusieurs années, tu publies sur tes réseaux des vidéos générées par intelligence artificielle avec lesquelles tu explores différentes utilisations de ces outils. Dans les récentes créations que tu as diffusées sur ton compte YouTube, on a pu voir une ville du Havre alternative dans le film qui s'appelle Haven. Nous avions à peine dormi devant les images. Nous avions rêvé du flux et du reflux, d'un océan destructeur et innocent. Nous ne savions pas si nous étions éveillés ou si nous étions encore plongés dans la nuit. Tu explores aussi des formes et des textures sexuelles dans le film Surface libidinale. Ou alors tu demandes aussi à l'IA de remixer la scène du baiser dans Vertigo. On est ici ensemble pour discuter de l'usage de ces outils de génération d'images, mais surtout de vidéos par intelligence artificielle. Tu travailles depuis quand même assez longtemps dans ce domaine. Comment est-ce que tu as vu arriver les outils qu'on pourrait qualifier de grand public comme DALL-E, Midjourney ou Runway? En fin de compte, moi j'ai commencé à travailler avec l'induction statistique, donc cette fameuse intelligence artificielle, à partir de 2008-2009. À un moment où il n'y avait pas tous ces logiciels, où il fallait vraiment coder, et c'était principalement pour la musique et le texte. Ça produisait pas vraiment d'images. En mai 2015, on a vu arriver Deep Dream, donc par cet ingénieur russe qui travaillait pour Google, et c'était un truc fait en interne pour Google pour faire de la communication en interne, pour que les commerciaux comprennent ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et donc, ce qu'il avait fait, c'était fou, il avait mis une image, par exemple une pizza, et en mémoire, l'ordinateur avait des chiens et des mollusques, et ça faisait de la pareidolie, un peu comme quand on voit des nuages et des visages dans des nuages ou des animaux. Et donc, ça essayait de voir dans l'image le maximum de chiens et de mollusques. Donc très rapidement, on a vu ce côté très psychédélique, étrange, bizarre, un peu surréaliste arriver. Et puis, je crois que le tournant, pour moi, ce que j'appelle les joujoux, c'est avec DALL-E. Moi, j'ai été bêta-testeur, l'un des premiers bêta-testeurs de DALL-E, la première version. J'avais beaucoup testé les GAN, j'avais beaucoup testé toutes ces choses-là. Et quand j'ai vu arriver DALL-E, c'était fou parce que d'une part, quand on était bêta-testeur, on avait une formation, on avait plein d'interdictions. On avait interdiction de représenter des visages humains, de faire des manifestations politiques, de faire de la sexualité, etc. Donc déjà à l'époque, il y avait déjà des histoires d'éthique ou de limites. Tout à fait. On avait une formation avec une femme qui était dans son loft à San Francisco. Et vraiment, c'était complètement iconoclaste, bizarrement, dans ce truc de surproduction d'images. On avait plein d'interdictions parce qu'ils paniquaient au niveau juridique. Ils avaient peur qu'il y ait un visage de quelqu'un de réel. Quand j'ai vu arriver ça, moi, la manière dont j'ai interprété l'arrivée de DALL-E, qui a été, je crois, l'un des premiers à faire vraiment de l'image réaliste, je me suis dit, c'est une nouvelle forme de réalisme qui arrive. Ça faisait depuis 2009 que c'était ma spécialité, l'IA. Et il m'a semblé que ça allait déplacer beaucoup de choses. Et puis, bon, voilà, ça a été après une longue histoire très courte et en même temps très dense, où un peu chaque mois, chaque année, on a un nouveau step qui est franchi et qui pose plein de problèmes. Ce que j'impliquais dans la question, c'était l'idée d'accessibilité au grand public, étant donné qu'avant, comme tu le disais, il fallait mettre les mains dans le code, c'était pas forcément accessible à tout le monde. À partir du moment où ces outils sont devenus totalement ouverts à tous, voire même open source, donc en plus on pouvait les modifier, briser toutes les règles qui avaient été mises en place par ces entreprises. Est-ce que tu n'as pas eu au début une sorte d'inquiétude justement sur la diffusion de ces outils? Non, parce que
Comme tu l'as dit, je viens du net art, donc je viens de l'art contemporain qui a pris Internet comme médium au milieu des années 90. Et donc le fait qu'il y ait des joujoux, le fait que ce soit diffusé auprès du grand public, le fait qu'il y ait une confusion entre des pratiques artistiques et des pratiques amateurs, moi ça fait partie de ma pratique finalement, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Après, il me semble qu'il y a vraiment une différence, c'est un peu la question de la vidéo en intelligence artificielle ou du cinéma. C'est à 3 étages. Il y a un premier étage, il y a les joujoux, comme Midjourney pour l'image fixe. Il y a les joujoux, pour faire des images animées comme Runway ML ou bon, il y en a d'autres, Replica et ainsi de suite. Et là, quand c'est des joujoux, tout le monde peut l'utiliser. Et il y a un effet de stupéfaction, un peu comme quand on fait une photographie noir et blanc pour la première fois et qu'on trouve ça génial. C'est vrai que quand on génère des images animées avec l'IA, il y a quelque chose qui prend vie. Et il y a quelque chose d'un peu surréaliste, d'un peu étrange, comme une réalité alternative. Puis après, il y a d'autres types de pratiques qui sont dans le champ de l'art contemporain et qui sont des pratiques beaucoup plus réfléchies, je dirais, où parfois il faut faire du code. Et là, c'est des pratiques qui sont, je dirais, situées. C'est-à-dire que quand on fait une image, on ne fait pas qu'une image pour amuser, pour faire un mème ou pour faire un petit truc. Elle rentre dans l'histoire des images. Et là, c'est complètement un autre problème. Et les deux coexistent et se nourrissent. C'est-à-dire les pratiques amateurs de type joujou, qui sont liées à la fascination, finalement, à cette fascination qu'on connaît depuis l'invention de la photographie, et puis des pratiques artistiques, réflexives, qui, elles, sont un peu plus complexes, peut-être, et surtout qui sont souvent liées, pas seulement à l'intelligence artificielle, mais à d'autres questions, je dirais, et qui prennent plus de choses ensemble. Tu parlais d'une fusée à 3 étages, il y a un troisième étage, non, c'est juste l'expression. Alors, pour moi, la fusée à 3 étages, il y a d'une part les joujoux. La deuxième chose, c'est les conséquences de ça sur l'industrie cinématographique. Et là, ça va très très vite. Il y a des métiers qui sont déjà affectés. Pour donner un exemple, l'un des premiers métiers du cinéma qui est affecté, c'est les acteurs, c'est le doublage. Puisque maintenant, cloner une voix multilingue, c'est de manière très réaliste. C'est extrêmement facile, ça se fait avec 5 minutes de voix et c'est redoutable. Et puis, troisièmement, il y a des pratiques artistiques qui essayent de se demander est-ce que ce type d'image, de production d'image, est-ce que ça va modifier notre imagination? Est-ce que ça va modifier notre manière de raconter des histoires? Est-ce qu'on va utiliser ça juste pour faire des courts-métrages ou des longs-métrages plus facilement, sans sortir de chez soi, du cinéma atome, du cinéma à la maison? Ou est-ce que ça va modifier la narration cinématographique qui a défini notre imaginaire à partir du 19e siècle, puisqu'on a tous rêvé nos vies à travers des films. Juste petite parenthèse, je sais que vous n'aimez pas trop utiliser le terme d'intelligence artificielle, vous préférez l'expression imagination artificielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la différence entre les deux et pourquoi il y a cette préférence-là? Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, le mot intelligence est très très problématique, parce qu'on est jugé parti. C'est-à-dire quand on parle d'intelligence artificielle, soit on est enthousiaste et on se dit « oh, on crée une autre intelligence », soit on est terrifié en disant « mais finalement, l'intelligence, c'est pas artificiel, c'est naturel, c'est humain, c'est organique ». Et en fin de compte, l'angle mort toujours de ce discours sur l'intelligence artificielle, c'est souvent notre propre position. Et donc, moi, je parle plutôt d'imagination artificielle parce que je pense que c'est quelque chose qui transforme la manière de produire des images mentales par les textes et des images physiques. Et puis, je suis artiste, donc je m'intéresse beaucoup plus à l'imagination qu'à l'intelligence. Il y avait une date qui, moi, me semblait être importante, mais peut-être qu'on peut la débattre, c'était mars 2023. Sur Reddit, il y a un utilisateur qui poste une vidéo assez courte de Will Smith, en train de manger ses spaghettis. Et j'ai l'impression que c'est un peu le point de départ, en tout cas, pour montrer ce qu'on pouvait faire avec de la vidéo par IA pour le grand public. Pour vous, c'est une date qui est importante. Et depuis ce moment-là, comment est-ce que vous avez vu évoluer les outils, justement? C'est une date très importante parce que c'est l'un des premiers mèmes. Le premier, c'est Deep Dream, tout de même. Mais le deuxième, c'est Will Smith, effectivement, avec ses en ogre de spaghetti. Et dans cette histoire, le plus important, c'est qu'après, Will Smith va mimer cette image-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est pas tellement le fait de seulement générer des images avec de l'IA, c'est comment ces images-là vont influencer la réalité et reviennent à la réalité. Et on voit de plus en plus de vidéos, particulièrement en Asie, de gens qui font des vidéos analogiques, indicielles, classiques, qui ressemblent à des vidéos d'IA. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que ces vidéos un peu étranges viennent modifier notre manière de construire la réalité. Et c'est plutôt dans ces allers-retours. Donc je pense que dans ce mème-là, dans ce deuxième mème, on va dire, de l'image animée, il y a un peu le secret de cette nouvelle forme de réalisme, d'un réalisme de la mémoire, d'un réalisme statistique, qui est
cet aller-retour et comment ça va influencer notre manière, nous, de nous comporter. Ce qui est assez étonnant aussi, c'est de voir que maintenant, c'est devenu aussi un peu une espèce de référentiel pour certains fabricants d'outils IA qui essayent de reproduire cette scène en la montrant qu'à chaque fois, c'est plus réaliste, qu'on a des résultats plus précis, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un peu, justement, une forme de perdition, de perte d'intérêt dans l'idée de vouloir à tout prix reproduire ce moment-là, mais en le rendant plus parfait, plus beau. En fin de compte, ce dont vous parlez, c'est le fait que c'est la course de l'innovation au réalisme et au photoréalisme. Donc c'est l'étage 2 de la fusée, c'est-à-dire l'étage cinéma. Effectivement, c'est une étape indispensable, mais un peu naïve, c'est-à-dire d'imaginer que ces images vont reproduire et remplacer, c'est la notion de remplacement, les images du cinéma. Ce n'est pas l'endroit le plus intéressant, c'est bien évidemment en quoi ces images vont produire autre chose que les images du cinéma. Vont pas les remplacer, mais vont être une nouvelle forme de réalisme. Mais ça, c'est un peu normal pour le grand public. Et c'est là où les pratiques artistiques sont absolument indispensables, parce que c'est elles seules qui permettent de dépasser la naïveté de l'innovation. L'innovation est très naïve, me semble-t-il, d'un point de vue, parce qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir, tout simplement. Et peut parvenir à produire des images qui sont spécifiques à cet univers-là. Et toi, en tant qu'artiste, justement, quand tu as vu débarquer ces outils, donc, techniquement, est-ce que ça a changé ta manière de concevoir, de créer des œuvres Qu'est-ce qui a changé dans ta manière de faire? Moi, depuis que je travaille avec l'intelligence artificielle, ça m'a bouleversé. En fin de compte, dans ma manière de travailler, je n'utilise pas ces outils. C'est-à-dire, j'ai pas une idée derrière la tête et ensuite j'utilise les outils d'IA pour réaliser ce que j'ai derrière la tête. Mon interaction avec ces logiciels va produire des nouvelles idées. Tu as parlé du film Haven au Havre. C'est pas seulement que les images ont été générées par l'IA, c'est que la voix a été faite par l'IA, la musique a été faite par l'IA, mais surtout l'histoire, je l'ai coécrite avec l'IA. Je cherche à aliéner ces logiciels, c'est-à-dire à leur faire de l'apprentissage, à les recoder, mais je cherche aussi à m'aliéner avec ces logiciels. Est-ce que c'est en train de transformer mon imagination? Et au bout de près de 15 ans de pratique, complètement. Est-ce que tu pourrais justement nous raconter, quand tu fabriques un film comme Haven ou comme Kiss 5, c'est ça, sur la scène de Vertigo, comment ça se passe concrètement? Est-ce que tu pars de quelque chose qui existe déjà? Est-ce que tu travailles le prompt? C'est quoi un petit peu les coulisses de ton travail? C'est vraiment de l'expérimentation. Je souhaiterais qu'on passe de l'utilisation de l'IA à l'expérimentation de l'IA, parce que c'est une substance profondément hallucinogène. En fait, quand tu tombes sur un truc où tu disais « Ah, là, c'est quelque chose que j'aurais pas pu envisager », finalement, c'est là où, où le résultat te convient, quoi. Quelque chose qui est presque plus moi que moi-même. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est vraiment de l'expérimentation, de l'exploration, et c'est en ça qu'une pratique artistique par rapport à la technique de façon générale, souvent le rapport à la technique c'est un rapport instrumental, et je crois que l'art, c'est tout petit, hein, c'est pas grand chose, c'est un peu vaniteux, d'ailleurs c'est un peu problématique aujourd'hui de faire de l'art, mais c'est l'un des seuls espaces où on a un rapport à la technique qui n'est pas instrumental mais qui est expérimental, et on en a fondamentalement besoin pour que l'avenir ne se réduise pas à ce qu'on avait prévu de l'avenir. On le disait tout à l'heure, c'est un secteur qui bouge énormément. Il y a beaucoup de générateurs d'images qui sont sortis il y a quelques mois, qui sont, on pourrait considérer comme étant obsolètes, entre guillemets. Est-ce que, toi, en tant qu'artiste, tu as l'impression de subir une espèce de course de fond, ou est-ce que c'est quelque chose qui se surfe un peu comme une vague? Moi, j'ai déjà ma propre histoire avec l'IA maintenant. J'ai une histoire personnelle avec ce truc en général. Pas tel ou tel outil, mais cette idée de qu'est-ce que c'est qu'externaliser les facultés humaines, l'intelligence, l'imagination, l'entendement, etc. Par rapport à toutes ces innovations qui vont super vite et où on nous promet toujours le truc génial qui, 2 semaines plus tard, est obsolète et que tout le monde fait au même moment et donc tout de suite, ça devient hyper mainstream et pas très intéressant. Si c'est orienté dans une histoire qu'on se raconte, alors tous ces fils-là qui vont dans plein de directions différentes peuvent gagner en cohérence. Donc moi, ça me pose aucun problème de surfer sur ces nouveautés, d'arriver, je crois, à distinguer par rapport à mes critères qu'est-ce qui relève de l'anecdotique et quelles sont les véritables évolutions majeures, et surtout d'y trouver des moyens pour moi d'accélérer la production, d'aller plus vite et de manière plus intense. Tu parles justement de ces évolutions majeures. Tu pourrais nous en dire quelques-unes? Qu'est-ce qui, d'après toi, a vraiment été les grandes étapes techniques jusqu'à aujourd'hui? Je pense qu'il y a eu Deep Dream, la pareidolie, c'est-à-dire la découverte que l'ordinateur, ce n'est pas une machine qui fonctionne, c'est un trip sous LSD. Et la ressemblance, alors plus en neurosciences, entre le fonctionnement du cortex visuel et les statistiques, là il y a eu tout de même des gens qui ont travaillé dessus. La deuxième période, je pense que ça a été les GAN, et un peu discodiffusion et tout ça.
C'est-à-dire, et ça, ça a été aussi les projets autour du baiser de Vertigo, ce que j'appellerais la métamorphose. C'est-à-dire des images qui se métamorphosaient les unes dans les autres et qui racontaient un monde de la métamorphose, un monde de la transformation, où la distinction entre les pierres, entre les techniques, entre les êtres humains, entre les différents types d'existants ne fonctionnait plus. Donc une image continue, pas avec de cut, mais une image continue en métamorphose fluide. Le troisième moment, c'est vraiment l'arrivée d'un deuxième réalisme. Dali, Midjourney, etc. Et avec, bien sûr, là, Sora, Replica et ce genre de choses, où là, on a quelque chose qui se rapproche d'un langage cinématographique et où on donne une image et l'IA va imaginer la suite. Et là, il y a une émotion, c'est comme si on découvrait un monde, quoi. On n'a jamais eu autant de génération d'images générées comme ça et postées sur les réseaux. On parlait justement de cet effet un peu vaseux, peut-être une espèce de surconsommation. Facebook, par exemple, en ce moment, est totalement spammé par des images de Jésus crevette, qui n'ont absolument aucun intérêt, mais qui génèrent du like et qui donnent de l'argent, donc du coup, à ceux qui les font. Est-ce que finalement, cette surproduction, elle ne représente pas un peu un danger actuellement pour les artistes, mais aussi pour notre paysage mental? Pendant ce séminaire à l'École normale supérieure que j'ai fait pendant 3 ans sur l'imagination artificielle, qui est un séminaire de recherche, l'idée, un des moments, c'était que quand on parlait d'IA, très rapidement, on a parlé de créativité. Très très vite, dès 2015. Et dans les médias aujourd'hui, quand on parle d'IA, on parle encore de créativité. Qu'est-ce que vont devenir les artistes? Qu'est-ce que le vrai art, le faux art, etc. Est-ce que ça va remplacer les artistes? Et quand on s'intéresse au mot créativité, en fin de compte, le mot créativité, au départ, ça ne vient pas du tout du monde de l'art. Ça vient du monde de l'entreprise, du management. Dans les années 50-60, quand les cadres supérieurs américains étaient démotivés par leur travail, pour leur donner une part d'autonomie, parce qu'ils ne savaient plus pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient, les managers leur ont parlé de créativité. Que chacun avait une part de créativité. Alors tu fais du yoga, de la poterie, tu fais des bisous aux arbres, etc. Tu as de la créativité en toi, quoi. On a tous une part, on est tous un peu artistes, quoi. Bon. Et ensuite, cette créativité a été projetée dans le monde de l'art. Et donc ça a créé une espèce de truc assez étrange. Donc moi, c'est vrai que je refuse la notion de créativité dans le champ artistique, parce que je pense qu'il y a plein d'artistes qui ont refusé la notion d'être des créateurs. Toute l'histoire du 19e et 20e siècle est fondée là-dessus, pour une grande part. Mais par contre, je défends plus l'idée d'imagination. Et c'est un peu la même chose dans ce côté vaseux. C'est que, alors moi, je ne vois pas du tout ça comme un danger. Je ne vois pas ça comme un danger. Je ne suis pas non plus fasciné par ça. Je vois ça d'une façon un peu plus neutre. C'est que ça nous arrive actuellement. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Pendant près de 20 ou 30 ans, nous avons tous participé par les réseaux sociaux au fait de déposer des fragments de nos existences, des documents sur Internet. Pourquoi? On ne sait pas. Ça coûte très très cher, tous ces disques durs, tous ces data centers. Et c'est comme si on avait peur d'oublier quelque chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, si je veux avoir accès à ma vie d'il y a 10 ans, je vais regarder sur Facebook. Les réseaux se souviennent plus de ma vie que de moi-même. Moi, je me souviens de mes grands-parents. Quand je cherche des images de mes grands-parents qui sont morts sur Internet, il n'y a quasiment rien. Donc, on est la première génération qui va survivre grâce à Internet. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est là où ça devient fou, ça devient récursif. On n'est pas seulement en train de déposer des médias, on est en train de faire des images d'images, des textes de textes, on est en train de mettre ça en boucle, puisque c'est ça l'IA, ça met en boucle les documents, tous les médias, etc. Et donc, il y a une espèce de fuite en avant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de dire c'est dangereux, parce que tous les gens qui disent c'est dangereux, d'abord, ils jouissent du danger. Hein. Dans la conjuration, il y a de la jouissance, quoi, de dire j'ai trouvé l'horreur, le truc dangereux, et je suis l'ennemi du truc dangereux, et je vais vous sauver. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir ça, cette fuite en avant, de l'interpréter. On fait ça au moment où, précisément, la survie de l'espèce humaine devient incertaine. On ne sait pas si dans le siècle à venir, on va survivre à cause de la transformation climatique de la Terre. Est-ce que ça sera encore une zone habitable, la Terre? Et c'est ce moment-là qu'on est en train de faire de la mémoire de mémoire. C'est-à-dire qu'on déposait tous nos documents sur Internet. Maintenant, on arrive à en générer. Moi, je pourrais générer, c'est ce que je suis en train de faire maintenant, c'est un de mes nouveaux projets, une vie alternative. Une vie que je n'ai pas vécue. Une vie possible. Si je meurs demain, cette vie possible pourrait se poursuivre sans moi. Je pourrais continuer à avoir des nouveaux documents. Ce n'est pas des documents de choses qui ont existé, c'est des choses qui pourraient exister. Et on fait ça au moment où, en tant qu'espèce, on pourrait disparaître, et donc il n'y aura plus de témoins après nous.
il n'y aura plus personne pour témoigner. Par contre, potentiellement, il y aura des machines qui non seulement se souviendront de nous, mais pourront poursuivre étrangement, un peu bizarrement, notre mémoire et notre histoire, mais sans nous.